Le tour du monde en 80 jours par Jules Verne, chapitre 8, dans lequel Passepartout parle un peu plus peut-être qu'il ne conviendrait. Fix avait un peu d'instant rejoint sur le quai Passepartout qui filanait et regardait, ne se croyant pas, lui, obligé à ne point voir. Eh bien, mon ami, lui dit Fix en l'abordant, votre passeport est télévisé? Ah, c'est vous, monsieur, répondit le Français, bien obligé. Nous sommes parfaitement en règle. Et vous regardez le pays? Oui, mais nous allons si vite qu'il me semble que je voyage en rêve. Et comme cela, nous sommes à Suez, en Égypte, parfaitement, et en Afrique, en Afrique, répéta Passepartout. Je ne peux y croire. Figurez-vous, monsieur, que je m'imaginais ne pas aller plus loin que Paris. Cette fameuse capitale, je l'ai revue tout juste de 7h20 du matin à 8h40 entre la gare du Nord et la gare de Lyon, et à travers les vitres d'un fiacre et par une pluie battante. Je le regrette. J'aurais aimé revoir le Père Lachaise et le cycle des Champs-Élysées. Vous êtes donc bien pressé? Demanda l'inspecteur de police. Moi non, mais c'est mon maître à propos, il faut que j'achète des chaussettes et des chemises. Nous sommes partis sans mal et avec un sac de nuit seulement. Avec un sac de nuit seulement. Je vais vous conduire à un bazar où vous trouverez tout ce qu'il faut. Monsieur, répondit Passepartout, vous êtes vraiment d'une complaisance. Et tous deux se mirent en route. Passepartout causait toujours. Surtout dit-il que je prends bien garde de ne pas manquer le bâton. Vous avez le temps, répondit Fix. Il n'est encore que midi. Passepartout tira sa grosse montre. Midi, dit-il, allons donc. Il est 9h52 minutes. Votre montre retarde, me répondit Fix. Ma montre? Une montre de famille qui vient de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père. Elle ne varie pas de 5 minutes par an. C'est un vrai chronomètre. Je vois ce que c'est. Je vois ce que c'est, répondit Fix. Vous avez gardé l'heure de Londres, qui retarde 2 heures environ sur Suez. Il faut avoir soin de remettre votre montre au midi de chaque pays. Moi, toucher à ma montre, s'écria Passepartout. Jamais. Eh bien, elle ne sera plus d'accord avec le soleil. Tant pis pour le soleil, monsieur, c'est lui qui aura tort. Et le brave garçon remit sa montre dans son gousset avec un geste superbe. Quelques instants après, Fix lui disait: Vous avez donc quitté Londres précipitamment? Je le crois bien, mercredi dernier à 8 heures du soir, contre toutes ses habitudes. Monsieur Fogg revint de son cercle et 3 quarts d'heure après, nous étions partis. Mais où va-t-il donc, votre maître? Toujours devant lui. Il fait le tour du monde. Le tour du monde? S'écria Fix. Oui, en 80 jours. Un pari, dit-il, mais entre nous, je n'en crois rien. Je n'en crois rien. Ça n'aurait pas le sens commun. Il y a, il y a autre chose. Ah, c'est un original, ce monsieur Fogg. Je le crois. Il est donc riche. Évidemment, et il emporte une jolie somme avec lui, en banknotes toutes neuves. Et il n'épargne pas l'argent en route. Tenez, il a promis une prime magnifique aux mécaniciens du Mongolia si nous arrivons à Bombay avec une belle avance. Et vous le connaissez depuis longtemps, votre maître? Moi, répondit Passepartout, je suis entré à son service le jour même de notre départ. On s'imagine aisément l'effet que ces réponses devaient produire sur l'esprit déjà surexcité de l'inspecteur de police. Ce départ précipité de Londres, peu de temps après le vol, cette grosse somme emportée, cette hâte d'arriver en des pays lointains, ce prétexte d'un pari excentrique, tout confirmé et devait confirmer Fix dans ses idées. Il fit encore parler le français et acquit la certitude que ce garçon ne connaissait aucunement son maître, que celui-ci vivait isolé à Londres,
qu'on le disait riche sans avoir l'origine de sa fortune, que c'était un homme impénétrable, etc. Mais en même temps, Fix put tenir pour certain que Phileas Fogg ne débarquait point à Suez et qu'il allait réellement à Bombay. Est-ce loin, Bombay demanda Passepartout. Assez loin, répondit l'agent. Il vous faut encore une dizaine de jours de mer. Et où prenez-vous Bombay? Dans l'Inde. En Asie? Naturellement. Diable, c'est que je vais vous dire. Il y a une chose qui me tracasse. C'est mon bec. Quel bec? Mon bec de gaz que j'ai oublié d'éteindre et qui brûle à mon compte. Or, j'ai calculé que j'en avais pour 2 shillings par 24 heures. Juste 6 pence de plus que je ne gagne. Et vous comprenez que pour peu que le voyage se prolonge, Fix comprit-il l'affaire du gaz? C'est peu probable. C'est peu probable. Il n'écoutait plus et prenait un parti. Le français et lui étaient arrivés au bazar. Fix laissa son compagnon y faire ses emplettes. Il lui recommandait de ne pas manquer le départ de Mongolia et il revint en toute hâte au bureau de l'agent consulaire. Fix, maintenant que sa commission était faite, avait repris tout son sang-froid. Monsieur, dit-il au consul, je n'ai plus aucun doute. Je tiens mon... Il se fait passer pour un excentrique qui veut faire le tour du monde en 80 jours. Alors, c'est un malin, répondit le consul. Il compte revenir à Londres après avoir dépisté toutes les polices des 2 continents. Nous verrons bien, répondit Fix. Mais ne vous trompez-vous pas? Demanda encore une fois le consul. Je ne me trompe pas. Alors, pourquoi ce voleur a-t-il tenu à faire constater par un visage son passage à Suez? Pourquoi? Je n'en sais rien, monsieur le consul, répondit le détective, mais écoutez-moi. Et en quelques mots, il rapporta les points saillants de sa conversation avec le domestique Judy Fogg. En effet, dit le consul, toutes les présomptions sont contre cet homme. Et qu'allez-vous faire? Et qu'allez-vous faire? Lancer une dépêche à Londres avec demande instante de m'adresser un mandat d'arrestation à Bombay, m'embarquer sur le Mongolia, filer mon voleur jusqu'aux Indes, et là, sur cette terre anglaise, l'accoster poliment, mon mandat à la main et à la main sur l'épaule. Ces paroles prononcées froidement, l'agent prit congé du consul et se rendit au bureau télégraphique. De là, il lança au directeur de la police métropolitaine cette dépêche que l'on connaît. Un quart d'heure plus tard, Fix, son léger bagage à la main, bien muni d'argent, d'ailleurs, s'embarquait à bord du Mongolia et bientôt le rapide steamer pilait à toute vapeur sur les eaux de la mer Rouge. La fin du chapitre 8. Chapitre 9. Où la mer Rouge et la mer des Indes se montrent propices au dessein de Phileas Fogg. La distance entre Suez et Aden est exactement de 1310 milles et le cahier des charges de la compagnie alloue à ces paquebots un laps de temps de 138 heures pour la franchir. Le Mongolia, dont les feux étaient activement poussés, marchait de manière à devancer l'arrivée réglementaire. La plupart des passagers embarqués à Brindisi avaient presque tout l'Inde pour destination. Les uns se rendaient à Bombay, les autres à Calcutta, mais via Bombay, car depuis qu'un chemin de fer traverse dans toute sa largeur de la péninsule indienne, il n'est plus nécessaire de doubler la pointe de Ceylan. Parmi ces passagers de Mongolia, on comptait divers fonctionnaires civils et des officiers de tout grade. De ceux-ci, les uns appartenaient à l'armée britannique proprement dite, les autres commandaient les troupes indigènes de Sipahi, tous chèrement empruntés, même à présent que le gouvernement s'est substitué aux droits et aux charges de l'ancienne compagnie des Indes.
sous-lieutenant à 7 000 francs, brigadier à 60 000, généraux à 100 000. Le traitement des fonctionnaires civils est encore plus élevé. Les simples assistants au premier degré de la hiérarchie ont 12 000 francs, les juges 60 000 francs, les présidents de cour 250 000 francs, les gouverneurs 300 000 francs, le gouverneur général plus de 600 000 francs. Note de l'auteur. On vivait donc bien à bord du Mongolia dans cette société de fonctionnaires auxquels se mêlaient quelques jeunes anglais qui, le million en poche, allaient fonder au loin des comptoirs de commerce. Le purser, l'homme de confiance de la compagnie, l'égal du capitaine à bord, faisait somptueusement les choses. Au déjeuner du matin, au lunch de 2 heures, au dîner de 5h30, au souper de 8 heures, les tables pliées sous les plats de viande fraîche et les entremets fournis par la boucherie et les offices du paquebot. Les passagères, il y en avait quelques-unes, changeaient de toilette 2 fois par jour. On faisait de la musique, on dansait même quand la mer le permettait. Mais la mer Rouge est fort capricieuse et trop souvent mauvaise, comme tous ses golfs étroits et longs. Quand le vent soufflait soit de la côte d'Asie, soit de la côte d'Afrique, le Mongolien, long fuseau à hélice, pris par le travers, roulait épouvantablement. Les dames disparaissaient alors, les pianos se taisaient, chants et danses cessaient à la fois. Et pourtant, malgré la rafale, malgré la houle, le paquebot, poussé par sa puissante machine, courait sans retard vers le détroit de Bab el-Mandab. Que faisait Phileas Fogg pendant ce temps? On pourrait croire que, toujours inquiet et anxieux, il se préoccupait des changements de vent nuisibles à la marche du navire, des mouvements désordonnés de la houle qui risquaient d'occasionner un accident à la machine, enfin de toutes les avaries possibles qui, en obligeant le Mongolien à relâcher dans quelque port, aurait compromis son voyage. Aucunement, ou tout au moins, si ce gentleman songeait à ces éventualités, il n'en laissait rien paraître. C'était toujours l'homme impassible, le membre imperturbable du Reform Club, qu'aucun incident ou accident ne pouvait surprendre. Il ne paraissait pas plus ému que les chronomètres du bord. On le voyait rarement sur le pont. Il s'inquiétait peu d'observer cette mer Rouge, si féconde en souvenirs, ce théâtre des premières scènes historiques de l'humanité. Il ne venait pas reconnaître les curieuses villes semées sur ses bords et dont la pittoresque silhouette se découpait quelquefois à l'horizon. Il ne rêvait même pas au danger de ce golfe arabique dont les anciens historiens Strabon, Arrien, Artemido et Drézy ont toujours parlé avec épouvante et sur lequel les navigateurs ne se hasardaient jamais autrefois sans avoir consacré le voyage par des sacrifices propitiatoires. Que faisait donc cet original emprisonné dans le Mongolia? D'abord, il faisait ses 4 repas par jour, sans que jamais ni rouler ni tangage puisse détraquer une machine si merveilleusement organisée. Puis il jouait au whist. Oui, il avait rencontré des partenaires aussi enragés que lui, un collecteur de taxes qui se rendait à son poste à Goa, un ministre, le révérend Decimus Smith, retournant à Bombay, et un brigadier général de l'armée anglaise qui rejoignait son corps à Benares. Ces 3 passagers avaient pour le whist la même passion que M. Fogg, et ils jouaient pendant des heures entières, non moins silencieusement que lui. Quant à Passepartout, le mal de mer n'avait aucune prise sur lui. Il occupait une cabine à l'avant et mangeait, lui aussi consciencieusement. Il faut dire que, décidément, ce voyage fait dans ces conditions ne lui déplaisait plus.
Il en prenait son parti. Bien nourri, bien logé, il voyait du pays et d'ailleurs, il s'affirmait à lui-même que toute cette fantaisie finirait à Bombay. Le lendemain du départ de Suez, le 10 octobre, ce ne fut pas sans un certain plaisir qu'il rencontra sur le pont l'obligeant personnage auquel il s'était adressé en débarquant en Égypte. Je ne me trompe pas, dit-il en l'abordant avec son plus aimable sourire. C'est bien vous, monsieur, qui m'avez si complaisamment servi de guide à Suez. En effet, répondit le détective, je vous reconnais. Vous êtes le domestique de cet Anglais original. Précisément, Monsieur Fix, répondit Passepartout. Enchanté de vous retrouver à bord. Et où allez-vous donc? Mais ainsi que vous, à Bombay. C'est au mieux. Est-ce que vous avez déjà fait ce voyage? Est-ce que vous avez déjà fait ce voyage? Plusieurs fois, répondit Fix. Je suis un agent de la compagnie péninsulaire. Alors vous connaissez l'Inde? Mais oui, répondit Fix, qui ne voulait pas trop s'avancer. Et c'est curieux, cette Inde-là. Très curieux. Des mosquées, des minarets, des temples, des fakirs, des pagodes, des tigres, des serpents, des bayadères. Mais des bayadères. Mais il faut espérer que vous aurez le temps de visiter le pays. Je l'espère, monsieur Fix. Vous comprenez bien qu'il n'est pas permis à un homme sain d'esprit de passer sa vie à sauter d'un paquebot dans un chemin de fer et d'un chemin de fer dans un paquebot sous prétexte de faire le tour du monde en 80 jours. Non, toutes ces gymnastiques cessera à Bombay, n'en doutez pas. Et il se porte bien, monsieur Fogg demanda Fix du ton le plus naturel. Très bien, monsieur Fix. Moi aussi, d'ailleurs, je mange comme un hongre qui serait un Jean. C'est l'air de la mer. Et votre maître, je ne le vois jamais sur le pont. Jamais. Il n'est pas curieux. Savez-vous, monsieur Passepartout, que ce prétendu voyage en 80 jours pourrait bien cacher quelques missions secrètes, une mission diplomatique par exemple? Ma foi, monsieur Fix, je n'en sais rien, je vous l'avoue, et au fond, je ne donnerais pas une demi-couronne pour le savoir. Depuis cette rencontre, Passepartout et Fix causèrent souvent ensemble. L'inspecteur de police tenait à se lier avec le domestique du sieur Fogg. Ça pouvait le servir à l'occasion. Il lui offrait donc souvent au baron de Mongolia quelques verres de whisky ou de palal que le brave garçon acceptait sans cérémonie et rendait même pour ne pas être en reste, trouvant d'ailleurs ce Fix un gentleman bien honnête. Cependant, le paquebot s'avançait rapidement. Le 13, on eut connaissance de Moka qui apparut dans sa ceinture de murailles ruinées au-dessus au-dessus desquelles se détachaient quelques dattiers verdoyants. Au loin, dans les montagnes, se développaient de vastes champs de caféières. Passepartout fut ravi de contempler cette ville célèbre et il trouva même qu'avec ses murs circulaires et un fort démantelé qui se dessinait comme une anse, elle ressemblait à une énorme demi-tasse. Pendant la nuit suivante, le Mongolia franchit le détroit de Bab el-Mandeb, dont le nom arabe signifie la porte de l'âme, et le lendemain 14, il faisait l'escale à Steamer Point au nord-ouest de la rade d'Adan. C'est là qu'il devait se réapprovisionner de combustible. Grave et importante affaire que cette alimentation du foyer des paquebots à de telles distances des centres de production. Rien que pour la compagnie péninsulaire, c'est une dépense annuelle qui se chiffre par 800 000 livres, 20 millions de francs. Il a fallu en effet établir des dépôts en plusieurs ports et dans ces mers éloignées, le charbon revient à 80 francs à la tonne. Le Mongolie avait encore 650 000 affaires avant d'atteindre Bombay et il devait rester 4 ans à Situmer au point afin de remplir ses soutes. Mais ce retard ne pouvait nuire en aucune façon au programme de Fogg. Il était prévu
D'ailleurs, le Mongolia, au lieu d'arriver à dans le 15 octobre seulement au matin et entrer le 14 au soir, c'était un gain de 15 heures. Monsieur Fogg et son domestique descendirent à terre. Le gentleman voulait faire viser son passeport. Fix le suivit sans être remarqué. La formalité du visa accomplie, Phileas Fogg revint à bord, prendre sa partie interrompue. Passepartout, lui, plana, suivant sa coutume, au milieu de ces populations de Somalie, de Banyans, de Parsis, de Juifs, d'Arabes, d'Européens, composant les 25 000 habitants d'Aden. Il admira les fortifications qui font de cette ville le Gibraltar de la mer des Indes et de magnifiques citernes auxquelles travaillaient encore les ingénieurs anglais 2000 ans après les ingénieurs du roi Salomon. Très curieux, se disait Passepartout en revenant à bord. Je m'aperçois qu'il n'est pas inutile de voyager si l'on veut voir du nouveau. À 6 heures du soir, le Mongolien battait les branches de son hélice, les eaux de la rade d'Adam et courait bientôt sur la mer des Indes. Il lui était accordé 168 heures pour accomplir la traversée entre Aden et Bombay. Du reste, cette mer indienne lui fut favorable. Le vent tournait dans le nord-ouest. Les voiles vinrent en aide à la vapeur. Le navire mieux appuyé roula moins. Les passagers, en fraîche toilette, reparurent sur le pont. Les chants et les danses recommencèrent. Le voyage s'accomplit donc dans les meilleures conditions. Passepartout était enchanté de l'aimable compagnon que le hasard lui avait procuré en la personne de Fix. Le dimanche 20 octobre, vers midi, on eut connaissance de la côte indienne. 2 heures plus tard, le pilote montait à bord du Mongolia. À l'horizon, un arrière-plan de collines se profilait harmonieusement sur le fond du ciel. Bientôt, les rangs de palmiers qui couvrent la ville se détachèrent vivement. Le paquebot pénétra dans cette rade formée par les îles Salcette, Colaba, Elephanta, Butcher, et à 4h30, il accostait les quais de Bombay. Phileas Fogg achevait alors le 33e rope de la journée et son partenaire et lui, grâce à une manœuvre audacieuse, ayant fait les 13 levées, terminèrent cette balle traversée par un chelem admirable. Le Mongolien ne devait arriver que le 22 octobre à Bombay. Or, il y arrivait le 20. C'était donc, depuis son départ de Londres, un gain de 2 jours que Phileas Fogg inscrivit méthodiquement sur son itinéraire à la colonne des bénéfices. La fin de chapitre 9. Merci pour écouter.